voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Le souhour, c'est de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, dit Tasahhuru fa inna suhura barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire souhour parce que dans souhour vous avez la baraka. Alors quand on regarde ce hadith-là, nous allons tirer deux leçons. La première leçon, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de faire quelque chose, nous avons l'obligation de le faire. Le Coran dit Ma atakum rasoul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande de faire, il faut le faire. Et s'il vous dit d'arrêter, il faut arrêter. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dit Tasahhuru fa inna suhura baraka. Donc, le prophète demande ici de faire as-suhur. Il dit que as-suhur, c'est de la baraka. C'est de la baraka pour deux choses. La première des choses, c'est que quand le prophète demande, nous avons l'obligation de le faire. Deuxième chose, que quand on fait souhour, nous pouvons rester toute la journée sans problème. Imaginez quelqu'un qui va passer toute la journée sans manger et sans boire. Et qu'à partir des moments, à partir de 4h, 5h, 5h30, tu arrives à prendre de l'eau, à manger. Vous savez que la journée, au moins, vous n'allez pas souffrir plus que celui qui n'a rien pris. Donc parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent ne pas faire le souhour, donc ils vont manger vers 20h, 21h, 0h et puis allez-y dormir. Non, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se réveiller avant la prière et de faire le souhour. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a recommandé cela. Et ce qu'il recommande, c'est une obligation. Une obligation, on doit faire ça. Donc vous n'allez pas mettre ce hadith-là à côté pour faire autre chose. Et donc là, c'est le Coran qui nous dit de faire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'obligation de faire ce qu'il dit. Mais ce qu'il fait, ou ce qu'il a vu, il n'a pas fait, ça va être peut-être un peu beaucoup difficile pour tout le monde. Mais ce qu'il dit de faire là, tout le monde peut le faire. Tasahhuru fa inna suhura baraka, nous avons l'obligation de faire souhour. Celui qui n'arrive pas à faire ça, quand il fait ça sciemment, donc il doit cesser. Mais on peut ne pas faire souhour, peut-être qu'on est en train de dormir jusqu'à 6h, 5h, les gens sont en train de prier, là vous n'avez pas le temps. Bon, là c'est un oubli où on est en train de dormir. Mais quand on fait ça sciemment, là c'est vraiment un péché et c'est interdit dans l'islam. Le souhour, ce n'est pas comme les gens pensent à partir de 4h30. Deux fois, on dit que il est 4h30, donc le souhour est terminé, ou il est 5h. Non. Le souhour, c'est jusqu'à ce que les gens vont partir pour la prière. Et on peut même, dans votre quartier, quelqu'un va dire, enfin, le muezzin peut prononcer As-salat khayrun minan nawm, mais dans un autre quartier, on n'a pas prononcé As-salat khayrun minan nawm. Donc, ce n'est pas parce que dans votre quartier qu'on a dit As-salat khayrun minan nawm que vous allez couper tout. Si vous vous êtes réveillé en ce moment-là, vous pouvez manger, vous pouvez voir, et jusqu'à ce que vous ne devez pas dépasser après les prières, la prière de Sobo. Donc, dans un quartier, vous pouvez trouver 3, 4, 5 mosquées qui sont différentes. Les muezzins, chacun va prononcer ça très bien. Peut-être l'autre 5h30, l'autre 5h40. Toi, et si tu peux faire souhour avant 5h30, c'est très correct, tu vas le faire. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de retarder le souhour. Ça, c'est la sunna même. Il ne faut pas faire souhour à partir de 4h ou 4h30 ou 3h. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de retarder le souhour et de faire vite pour faire la rupture.
Donc il ne faut pas attendre la rupture que les gens vont prier revenir. Non, non, non. Il faut faire la rupture avant même l'appel. Parce que même le muezzin qui va faire l'appel, il va faire sa rupture d'abord avant d'aller appeler. Donc ici, maintenant, on parle de 19h03, 19h04. Donc il faut faire la rupture à partir de 19h03 ou 4 avant que le muezzin aille à la mosquée pour prononcer As-Salat Khair min an-Nawm. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah protège la population nigérienne, les musulmans, qu'Allah protège le Niger et les musulmans d'une manière générale. Il est une matière présente partout du fait de son utilisation massive par la population nigérienne. Le sachet plastique sert à porter les objets, les matériels et même la nourriture. L'utilisation des sachets plastiques devient une coutume depuis la nuit du temps pour les ménagères qui conservent les matériels avec et aussi chez les commerçants où ils jouent un rôle important pour la commercialisation des produits et leur déplacement. Cependant, cette utilisation n'est pas sans conséquence sur l'environnement, car après quelques minutes d'achat, quelques minutes d'utilisation, cette matière passe des centaines d'années sans se disparaître. L'utilisation de plastique pour l'environnement, le danger n'est pas à démontrer. Vous avez d'abord, par exemple, au niveau des champs, les plastiques donc, qui sont enfouis dans le sol, ça empêche donc l'infiltration. Donc il y a un problème d'infiltration lié à l'utilisation des sachets plastiques. Donc deuxièmement, c'est au niveau des animaux, donc parce que c'est une cause importante de mortalité au niveau des animaux, surtout par exemple en Afrique subsaharienne, parce que c'est surtout chez nous où on n'utilise plus le sachet plastique. Vous avez en termes de conséquences aussi, regardez les caniveaux. Aujourd'hui nous sommes dans la saison de pluie. Les caniveaux sont bouchés pratiquement sur le sachet plastique, donc qui empêche à l'eau de pouvoir passer. Et là, quand vous regardez les services donc, de la mairie en train d'enlever les différents déchets là, la grande majorité c'est du sachet. Et l'eau, le sachet ne permet pas à l'eau de pouvoir passer. Donc là, c'est des intérêts, même du point de vue esthétique, quand vous regardez par exemple autour de la ceinture verte, c'est juste un exemple que je prends. Il y a certains animaux, c'est les sachets, en fait il y a certains végétaux, c'est les sachets plastiques qui remplacent carrément les feuilles. Vous allez voir, l'arbre a perdu ses feuilles, mais tout ce qu'il y a tout autour, ce sont des sachets plastiques de toutes les couleurs. Au-delà de l'environnement, le danger du sachet plastique peut atteindre la santé humaine. Même au niveau de la santé humaine, il y a certains sachets, en fait il y a des produits chimiques qui sont au niveau des sachets. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'aliments consommation directe, on les met dans les sachets plastiques là. Et si même vous achetez, c'est pas parce que le sachet par exemple est tout neuf qu'il faut penser que non, il n'y a rien dedans. Tu achètes le sachet, il faut essayer de lécher le sachet là. Tu vas sentir donc un goût qui est bizarre. Et imagine-toi, quand tu mets par exemple du pain ou une autre nourriture, par exemple les gens qui achètent d'un bout, ils mélangent à l'intérieur du sachet et ils mangent directement, tout va partir. Mais on pense que peut-être c'est à petit feu, donc tout ce qui tue à petit feu, c'est comme si en Afrique, c'est comme si ça ne te tue pas. Mais pourtant, à long terme, à moyen terme, c'est quelque chose qui va te causer des maladies, certaines maladies qu'on ne sait même pas finalement de quoi tu souffres. Donc le message que j'ai à lancer, c'est vraiment une prise de conscience qui tend à ne pas utiliser ce sachet plastique. Le sachet plastique est un outil important dans la vie de la population car il favorise l'hygiène et la propriété. Mais son utilisation abusive et son rejet partout est de lui un véritable destructeur de l'environnement qui mérite d'être protégé. Rappelons aussi que malgré l'existence d'une loi interdisant son importation, les sachets plastiques continuent d'exister et nuire à la fois l'environnement et la santé humaine. Les arômes, c'est ce qu'on appelle communément les sels masqués ou les sels invisibles. Parce que tout simplement, l'arôme qu'on ajoute à la préparation, on ne se rend pas compte qu'en ajoutant des arômes, on ajoute des quantités non négligeables de sel. Et le sel, il a quand même des effets sur la santé. Et l'excès de sel lié notamment à une grande consommation d'arômes, l'excès de sel peut être favorable à une tension artérielle, une augmentation de la tension artérielle qu'on appelle communément HTA, hypertension artérielle.
Et on a malheureusement cette hypertension artérielle prend de plus en plus de l'ampleur. En plus de l'hypertension artérielle, on a l'excès de sel lié à la forte consommation des arômes peut également avoir une influence sur certains organes. On sait que la consommation excessive de sel, notamment liée à la forte consommation des arômes, peut avoir un effet sur la santé visuelle. On sait que la consommation excessive de sel peut avoir un effet sur la santé des reins. Les grands consommateurs des reins, naturellement, seront plus confrontés à des problèmes. On sait également qu'il y a une relation entre l'excès de consommation de sel et les maladies cardiovasculaires. Donc, tous les éléments concourent pour dire que la grande consommation d'arômes n'est pas compatible avec un meilleur état de santé. Parce que, je l'ai dit, les arômes peuvent avoir un effet sur la santé cardiaque, peuvent avoir un effet sur la santé des reins, peuvent avoir un effet sur la santé visuelle, peuvent avoir un effet sur la santé auditive, peuvent avoir un effet sur la santé sexuelle. Donc, les arômes, ce n'est pas bien. Deuxième chose qu'on rencontre dans les arômes, on sait que dans les arômes, la substance qui est responsable du goût, ce qu'on appelle communément le glutamate, le monoglutamate de sodium, et cette substance est malheureusement soupçonnée d'être à la base également d'un certain nombre de pathologies, parmi lesquelles certains attribuent à ce glutamate-là un effet possible sur la survenue des cancers. On sait également que la consommation de glutamate favorise un effet, notamment de prise alimentaire excessive, et donc du coup, parce que le glutamate modifie l'appétit, notre appétit. Donc plus il y aura de glutamate, plus nous serons dans l'exagération. Donc de façon indirecte, le glutamate peut être favorable à la survenue de l'obésité, peut être favorable à la survenue des maladies, lorsqu'on sait que l'obésité est un facteur de risque par rapport à d'autres pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. C'est pour dire que la consommation des arômes, elle est facultative. Elle est facultative parce que cet arôme-là, en réalité, c'est que des composés chimiques. Et pour améliorer le goût, on n'a pas besoin d'aller vers les arômes. On peut avoir nos épices naturelles, n'est-ce pas, qui peuvent valablement remplacer les arômes sans qu'il y ait des risques associés à ces épices naturelles. Donc, mais la tendance aujourd'hui, c'est vraiment dans un souci souvent de facilité, c'est de préférer les arômes plutôt que les épices naturelles. Parce que les épices naturelles, non seulement ces épices contiennent des substances bénéfiques, parce que dans ces épices naturelles, on aura des vitamines, on aura des sels minéraux, on aura des substances de type qu'on appelle phytomicronutriments qui vont protéger l'organisme. Donc il y a beaucoup de substances dans les épices naturelles qui peuvent valablement remplacer les arômes sans que ces épices naturelles, comme je l'ai dit, entraînent des pathologies. Gestion du gouvernement, l'avant-goût du bilan de Bazoum dévoilé par le PM, écrit en gros dans ses titres Le Canard en furie. Le Canard en furie qui rapporte dans sa parution que les entités autonomes techniques rattachées à la primature, en l'occurrence les différentes autorités de régulation sectorielle, ont été mises à contribution pour la production du rapport d'évaluation. Il fait le point sur 2 ans de l'action gouvernementale en matière de réalisation physique et financière, mais aussi en ce qui concerne l'évolution des principaux indicateurs sectoriels
ministériel. En attendant de découvrir le contenu détaillé du rapport, le journal rapporte que le gouvernement a donné le ton en présentant les facteurs, notamment les chocs et défis qui ont entravé la bonne mise en œuvre de ces actions sur les 2 années. Concernant la sécurité des personnes et des biens, le premier axe, le gouvernement a souligné d'importants succès à son actif, parmi lesquels le journal écrit le retour sous escorte militaire des populations déplacées dans leur terroir d'origine. Lutte contre l'insécurité, le bal des apatrides a constitué un des titres du journal Canard déchaîné. Le Canard déchaîné qui nous rapporte que l'armée nigérienne a mené il y a quelques jours une expédition punitive contre les terroristes qui ont tendu une embuscade meurtrière aux éléments de l'opération Al-Mahou le 10 février vers la localité d'Intagamay. L'opération qui s'est déroulée en territoire malien s'est soldée par la mort de 79 terroristes et la destruction d'une centaine de motos. Cette victoire qui a porté du baume au cœur des citoyens nigériens n'est visiblement pas, selon le journal, du goût de certains compatriotes qui ont pratiquement déserté les réseaux sociaux depuis l'annonce des résultats de cette opération. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le journal écrit que les Nigériens sont scindés en 2 blocs. Le premier bloc est celui des patriotes qui apportent un soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur noble mission de sécurisation du territoire national. Une mission pour laquelle les forces de défense et de sécurité ont choisi de se consacrer au péril de leur vie. Sur les réseaux sociaux, nous apprend le journal, lors des nombreux forats organisés sur le territoire national, cette catégorie de Nigériens ne manque aucune occasion pour réaffirmer son soutien au FDS et son mépris, voire sa haine contre ces hordes d'hommes sans foi ni loi qui écument les zones frontalières du pays, entraînant la mort de civils et de soldats. Le second groupe est, selon le journal, composé de ceux que d'aucuns qualifient de 5e colonne. Ce sont les compatriotes qui semblent plus soutenir les armées des pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso, que leur propre armée. Pour de nombreux citoyens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, le journal écrit que ce comportement antipatriotique peut être assimilé à de l'apatridie. La frontière entre cette attitude désobligeante envers les FDS et la traîtrise est très mince, voire inexistante. Quant à l'hebdomadaire Le Courrier, il s'est intéressé cette semaine au bilan des 2 ans au pouvoir du président Bazoum. Bazoum Mohamed au pouvoir, 2 ans de tergiversation et de discours sans lendemain, écrit en gros le journal. Près de 2 ans après son accession au pouvoir, Bazoum Mohamed est encore attendu pour un début de réalisation de ses engagements, écrit le journal. Dans une poignée de jours, précisément le 2 avril prochain, il fêtera ses 2 ans au pouvoir. 2 ans de pouvoir diversement appréciés, mais dont le chef d'État a tiré déjà glorieux en janvier 2023 lors de la présentation de vœux de nouvel an. Il a donné à l'occasion un bilan plus que flatteur de ses 2 ans au pouvoir. Les Nigériens sont mieux protégés et sécurisés. Les terroristes battraient en retraite et sont contraints de se convertir dans le banditisme, le prélèvement de taxes sur les populations et les vols systématiques de bétail. Les grands chantiers d'infrastructure évoluent normalement. Le pipeline Niger-Bénin sera opérationnel dans le dernier semestre 2023, portant l'accroissement à 2 chiffres. La gouvernance est de qualité. La lutte contre la corruption, qui est sincère et porte ses fruits, va davantage s'accentuer avec des dossiers transmis au procureur de la République, avec à la clé une mise en garde aux juges qui doivent se garder, dit-il, de protéger ceux de leurs qui seraient impliqués dans des sales dossiers. Bref, le journal estime que Bazoum Mohamed ne se plaint pas de son bilan. Il en est même fier pratiquement. Pourtant, le constat est amer, écrit le journal. Quant au journal L'Enquêteur, il s'est intéressé dans sa parution à la promotion d'officiers généraux et supérieurs des forces armées nigériennes. Les incohérences de Bazoum Mohamed, écrit en gros le journal. Le nombre d'officiers généraux de l'armée qui se comptait sur les bouts de doigts jusqu'à une époque récente, sous la 5e République notamment, est aujourd'hui fort appréciable. Si la promotion d'officiers généraux et supérieurs des forces armées nigériennes peut apporter plusieurs avantages de la lutte contre le terrorisme, notamment aider à identifier les tactiques et les stratégies efficaces pour lutter contre les terroristes, jouer un rôle clé dans la prise de décision et la direction des forces armées, ce qui peut améliorer la coordination et l'efficacité des opérations de lutte contre le terrorisme. Il n'en demeure pas moins que la promotion à elle seule des officiers généraux est une réponse creuse de l'exécutif qui ne suffit pas face aux insurrections djihadistes. Si les officiers généraux et supérieurs peuvent avoir des années d'expérience et de connaissances
reconnaissance, cela ne garantit pas, selon le journal, qu'ils soient suffisamment formés pour faire face aux défis spécifiques de la lutte contre le terrorisme, qui est la préoccupation du moment. En outre, si les promotions sont concentrées sur un petit groupe d'officiers, cela pourrait créer des tensions entre eux et les officiers moins promus, ce qui pourrait, selon le journal, avoir un impact négatif sur la coordination et la collaboration des forces armées. L'urgence donc, selon le journal, c'est de privilégier la formation des troupes et leur équipement afin d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre le terrorisme. Puis l'actualité à travers les journaux est dominée cette semaine par l'introduction des journaux continus dans le secteur de l'éducation. Journée continue dans le secteur de l'éducation. Le Hérisson écrit dans ses titres que c'est une décision historique pleine d'avantages. Le vendredi 24 mars 2023, le professeur Ibrahim Natatou, en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale, a sorti une note de service instaurant la journée continue dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national en raison, explique-t-il, du mois béni de Ramadan. Cette décision est intervenue quelques heures après l'audience accordée par le chef de l'État aux associations islamiques du pays qui en ont profité de cette occasion pour faire ce plaidoyer. Voilà, enfin, concrétiser le vœu ardent, maintes fois exprimé de plusieurs enseignants et de leurs syndicats, ainsi que d'autres acteurs du secteur de l'éducation, conscients de la pénibilité du travail scolaire en cette période de forte chaleur, de surcroît en temps de Ramadan. C'est très rare de voir une décision d'un tel humanisme dans le secteur de l'éducation. D'ici, le responsable d'un service central du ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ajoute: sous le contrôle de mes collègues ici présents, je dirais même que c'est la première fois que le calendrier scolaire a tenu compte d'une réalité sociologique propre à notre pays. Le Niger est un pays à 99% musulman. La prise en compte de cette donne par le réaménagement du calendrier scolaire est vraiment historique. Sur cette même lancée, un enseignant d'ajouter: la promptitude du chef de l'État à instruire pour la prise de cette décision que je qualifie de révolutionnaire est autant éblouissante. Dieu merci de nous avoir donné un chef à l'écoute de nos préoccupations. On ne demande pas mieux. Ça y est, le président de la République a gravé son nom dans les annales de l'école nigérienne, s'exclame le journal. Qui osera dire que l'éducation n'est pas une priorité du programme de la Renaissance acte 3, s'interroge par ailleurs le journal. Au Nouveau Républicain d'ajouter par rapport à ce sujet que la décision dans le pays a été partout unanimement saluée et les Nigériens ne peuvent manquer d'exprimer leur gratitude à tous ceux qui l'ont rendu possible. Il est temps, au-delà de cette priorité, de questionner la vieille pratique héritée de la colonisation pour comprendre sa rentabilité dans un pays qui est quand même l'un des plus chauds au monde. Notre école doit-elle continuer à travailler avec le même rythme, aussi bien pour une question de rentabilité pédagogique que de gestion de temps, s'interroge le journal. Notre climat ne peut-il pas commander de gérer le temps autrement, se demande toujours le journal, pour qui d'un point de vue économique, social, peut-être même pédagogique, la journée continue pourrait être de loin la plus bénéfique pour notre système en mutation. Ce d'autant que le Niger pourrait être l'un des derniers pays à avoir en pratique aujourd'hui encore le travail en journée discontinue. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi cette question de la liberté de la presse. Le journal L'Actualité rapporte que l'OIM porte atteinte à la liberté de presse. Le lundi 20 mars 2023, un journaliste professionnel du groupe de presse Anfani a été brutalisé, maltraité, insulté et son matériel de travail totalement saccagé par l'Organisation internationale pour la migration OIM, notamment à travers son service privé de sécurité, alors qu'il couvrait professionnellement une manifestation de réfugiés au siège de l'organisation. Beaucoup de Nigériens, en particulier les hommes de médias, se croyaient dans un véritable film d'action. Pourtant, les faits se sont produits au siège de l'OIM, une organisation en qui les organes de presse avaient beaucoup d'estime, malheureusement qui a choisi de bafouer volontairement le droit à la presse. Cette agression physique barbare et gratuite de notre confrère Habibou Guissa viole allègrement toutes les dispositions de l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger, rappelle le journal. Sinon, comment comprendre, si ce n'est que de la sauvagerie, du manque du respect envers les professionnels des médias, que des
les névrosés agents de sécurité nourris de gros cernes s'en prennent violemment à un journaliste dans l'exercice de sa fonction, s'interroge le journal qui estime que c'est une preuve évidente que cette manifestation à laquelle on empêche les médias de couvrir cache un malaise profond qui gangrène les réfugiés installés sur le sol nigérien et le gravissime qui se produit chaque jour dans les démarches de l'OIM sur les questions migratoires dans le pays. Et pour finir, parlons sport. Championnat d'Afrique des Nations, si les moyens y sont, les résultats suivent. S'exclame en gros dans ces titres Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui nous rapporte qu'après avoir atteint le stade des quarts de finale pour sa première participation aux phases finales du Championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2010 au Soudan, le MENA s'est hissé dans le dernier carré de ces tournois organisés en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Éliminé en demi-finale par le pays organisateur, l'Algérie, le MENA a terminé 4e de cette compétition, s'étant incliné 0-1 devant Madagascar lors de la petite finale. C'était là incontestablement une prouesse sportive historique réalisée par notre équipe nationale en catégorie senior dans une compétition majeure de la Confédération africaine de football CAF. Car selon le journal, le MENA Cadet avait déjà disputé une demi-finale lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 en 2009 en Algérie avant d'être suspendu par l'instance africaine pour des raisons de tricherie sur l'âge d'un joueur. Mais dans une catégorie senior, c'était la toute première fois qu'une équipe de football atteignait le stade des demi-finales dans un tournoi majeur du continent africain. Faut-il le rappeler utilement, le CHAN est le rendez-vous des championnats locaux, c'est-à-dire seuls les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux peuvent prendre part. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.